Mesdames et messieurs, les enfants, bonjour. Bienvenue à bord du petit train touristique de Montpellier. Nous vous demandons toute votre attention pour ces quelques règles de sécurité. Restez à l'intérieur du petit train. Ne sortez pas les bras et ne laissez pas traîner les jambes à l'extérieur. Ne vous levez pas et évitez de parler fort ou de façon excessive pour le confort de tous. Il est interdit de fumer dans le train. Merci de respecter ces quelques règles afin que notre voyage se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous partons à la découverte du centre historique de la ville. La place de la Comédie. C'est la place piétonne la plus grande d'Europe. Elle est entourée de constructions cossues et élégantes de style haussmannien. À sa création, au XVIIIe siècle, la place de la Comédie servait de station centrale de tramway et de rond-point aux véhicules de l'époque. Cette place est devenue piétonne en 1986. Son tracé original, en forme d'œuf, a été conservé par une ligne en marbre rouge que vous pouvez découvrir autour de la fontaine. Les Montpelliérains l'avaient surnommée autrefois la place de l'œuf. La statue d'architecte Étienne Antoine. L'original de cette statue se trouve dans le hall d'accueil de l'Opéra. L'Opéra Comédie, sur votre gauche. L'Opéra municipal ou Opéra Comédie. Son projet fut confié à Jacques-Philippe Maréchal par le duc de Richelieu en 1755. Après 2 incendies, la construction actuelle s'inspire de celle de la Comédie française, caractérisée par ses grands escaliers et ses sculptures. C'est l'œuvre de l'architecte José-Marie Cassien-Bernard, né en 1848 et mort en 1926, élève de Charles Gardner. La rue de la Loge. C'est dans cette rue, en 1447, que Jacques Coeur y édifia la Grande Loge des Marchands, car les entrepôts y étaient nombreux et le commerce prospère. Elle est restée l'une des rues piétonnes les plus commerçantes de la ville. La rue des Trésoriers de France, sur votre droite. Dans cette rue habitait M. Guillaume Rondelet, médecin et naturaliste. Il devint chancelier de l'université de médecine en 1556 et créa le premier amphithéâtre d'anatomie de France. François Rabelais était son camarade d'études. Réhabilitée en 2001, elle propose une visite virtuelle dans le passé montpelliérain. Au centre de la place, vous apercevez la statue de l'ancien leader socialiste, Jean Jaurès. Les Halles Castellanes, sur votre gauche. Les Halles Castellanes, construites en 1859 par l'architecte Cassao, dit Cassan, qui est également le constructeur de l'église Sainte-Anne. Elles abritent le marché aux fleurs et aux légumes. La rue de l'Aiguillerie. Cette rue date du Moyen-Âge. Comme son nom l'indique, tous les métiers de l'aiguille, de la couture et de la mercerie y étaient regroupés.
La Poste. Sur votre droite, le bâtiment de la Poste qui fut construit en 1883. La préfecture. Autrefois, ce bâtiment était l'hôtel de la comtesse de Ganges. Il devint le siège de l'intendance. Détruit sous la Révolution, sa façade fut reconstruite au XIXe siècle par l'architecte Bézille. Depuis, il abrite la préfecture de l'Hérault. Le mikvé, sur la droite. Dans la petite rue se trouve le mikvé, bain rituel juif du XIIIe siècle, installé dans les sous-sols d'un hôtel particulier, et que l'on peut découvrir lors des visites organisées par l'Office du tourisme de Montpellier. La rue Foch. À l'époque, cette rue avait été construite dans un but précis, couper la vieille ville en deux dans le sens nord-sud et créer une avenue rectiligne de style haussmannien. Les travaux, commencés en 1862, ne furent jamais terminés et s'arrêtèrent devant la préfecture face à la pression des riverains, notamment les grandes familles de Montpellier. Le palais de justice. Il est l'œuvre de l'architecte Abrici. Sa construction se termina en 1853 et marqua le début des grands travaux du XIXe siècle. Il a été construit sur l'emplacement de l'un des châteaux des premiers seigneurs de la ville, les Guillem. L'Arc de Triomphe. Lors des travaux d'aménagement de l'esplanade du Pérou, il fut décidé de remplacer l'ancienne porte vétuste par une porte imitant celle de la ville de Paris. Cette nouvelle porte, en forme d'arc de triomphe, fut dessinée par l'architecte François Dordain. Les travaux furent suivis par l'architecte Davidaire et achevés en 1691. Il est dédié à la gloire du roi Soleil, Louis XIV. L'ascension à son sommet est possible grâce aux visites de l'Office du tourisme. La place royale du Pérou. On remarque de part et d'autre de l'entrée les enfants au lion, œuvre d'un Jalbert qui monte la garde à l'entrée du jardin depuis 1883. La statue de gauche représente l'amour domptant la force et celle de droite, la force domptant l'amour. Aucun immeuble ne dépasse les jardins de. Ceci fut un décret instauré par Louis XIV qui, du haut de sa statue, voulait tout dominer. Ce décret est toujours en vigueur et nous permet cette vue dégagée sur la ville. Au centre, la statue équestre du roi Soleil, installée en 1838. Elle remplaça la statue initiale qui fut détruite pendant la Révolution pour être transformée en canon.
Aqueduc Saint-Clément. Cet aqueduc, qui alimente le château d'eau, est composé de 236 arches sur 800 mètres de long et 22 mètres de haut. Il fut surnommé les Arceaux. C'est en 1764 que l'ingénieur hydraulicien Henri Pitot de Launay prendra un modèle sur le pont du Gard pour sa construction. Sa longueur est de 9 km depuis la source de la ville de Saint-Clément. Vous apercevez sur la gauche, au-dessus du toit, les 4 tours de la cathédrale Saint-Pierre. Classée monument historique depuis 1906, elle est l'œuvre commanditée par le pape Urbain V en 1360. Au pied de la cathédrale, cet ancien monastère bénédictin du XIIIe siècle accueille la célèbre faculté de médecine de Montpellier. L'Universitas Medicorum a été fondée en 1220. Elle est la plus ancienne d'Europe et certainement du monde. Frédéric Mistral, sur votre droite. L'immeuble où demeura le poète français Frédéric Mistral, né en consacra sa vie à la défense et à la promotion de la langue goth, en créant une école littéraire dès 1854, le Félibrige. Angle de mur, sur votre gauche, l'hôtel particulier de Sarray. Son originalité est son pan de mur coupé en forme de coquille. Plusieurs angles de rue du centre historique sont coupés de cette façon car il permettait de faciliter le passage des véhicules de l'époque, les calèches.
Souvenir de cinéma, face à vous. Un très beau bâtiment de forme arrondie avec une coupole. Il fut le lieu de tournage du film L'Emmerdeur en avril 1973 avec Lino Ventura et Jacques Brel lorsque celui-ci voulait se suicider en se jetant de la fenêtre de l'appartement du dernier étage. Le quartier Sainte-Anne, à votre droite. L'hôtel d'Aurès, construit en 1718, abrite le conservatoire de musique. Au fond, l'église Sainte-Anne, construite de 1866 à 1869 sur l'emplacement de l'ancienne église Sainte-Anne. La construction, basée sur les critères du XIIIe siècle, est de pur style gothique. La nef est élevée et son clocher reste le plus haut point de la ville avec 68 mètres 50. On la surnomme les Grecs de Montpellier. Il n'y a plus d'office religieux depuis 1993. C'est maintenant un lieu d'exposition d'art contemporain dénommé le Carré Sainte-Anne. Quartier du Petit-Sel. La rue et la place du Petit-Sel évoquent le singulier du mot « sceau » que l'on retrouve dans le nom d'une des plus hautes fonctions de l'État, le garde des sceaux. Ce nom a été donné en souvenir d'un petit tribunal de quartier qui siégeait sur cette place. Les circulaires. Autrefois, ce quartier formait un ensemble de rues appelées les circulaires. Les noms de ces rues évoquent souvent le souvenir des anciens métiers qui ont fait la richesse de Montpellier. Les changeurs de monnaie, les drapiers, les baralliers qui étaient les fabricants de tonneaux de vin, les argentiers, les tripiers, les carbonniers pour les marchands de charbon, les sauniers qui étaient les vendeurs de sel et les possandiers qui étaient les puiseurs et distributeurs d'eau. L'Écusson. C'est en l'an 985 que le seigneur Guillaume reçoit du comte de Melgueil pour son dévouement un terroir agricole du nom de Montepestellario qui deviendra Montpellier. Après 2 siècles, vers 1200, une deuxième enceinte appelée la commune clôture donne au cœur de ville sa forme d'écusson. Toute la ville conserve de nombreux vestiges de l'architecture médiévale, notamment 2 tours sur les 25 que comptait la commune clôture, la tour des Pins et la tour de la Baborde. À part quelques constructions sous Henri IV, Montpellier est encore une ville médiévale à la fin du XVIe siècle. C'est alors que la monarchie française en fait une importante capitale régionale. Le paysage urbain évoluera avec éclat au cours du XVIIe et XVIIIe siècle.
Rue Saint-Guy. Nous sommes rue Saint-Guy. Elle porte le nom des fondateurs de la ville au Xe siècle, dont la dernière descendante de cette famille est Marie de Montpellier. La rue de l'Ancien Courrier, sur votre gauche. C'est une des rues les plus anciennes de la ville, ainsi que la tête des belles voûtes ogivales que l'on voit au rez-de-chaussée de plusieurs de ses murs. Depuis 1760, elle doit son nom à la poste, qui y restera jusqu'en 1852. Vers le milieu du XVIe siècle, elle était appelée rue des Ânes ou Annellerie. En effet, les paysans venant passer quelques heures en ville attachaient leurs ânes à des anneaux de fer fixés aux maisons. Le quartier Saint-Roch. Nous entrons dans le quartier Saint-Roch par la rue du Puy du Temps. Ce puits appartenait à l'ordre des Jésuites. De nos jours, il appartient à l'ordre de Meuse. L'église Saint-Roch, reconstruite au XIXe siècle sur un style néo-gothique, avait été détruite comme la plupart des églises de la ville pendant les guerres de religion. Pourquoi ? Saint-Roch. Né à Montpellier en 1350, Saint-Roch était en possession d'une grande fortune. Il la distribua, ainsi que tous ses biens, aux pauvres et revêtit l'habit de pèlerin afin de servir les miséreux. Chaque année, le 16 août, une grande procession de pèlerins venus des quatre coins du monde parcourt tous les lieux témoins de sa présence. Ses reliques et son bâton se trouvent dans l'église. À droite, la place Saint-Claude, l'une des plus anciennes de la ville, puisqu'autrefois elle était appelée place du Petit Temple. Elle s'appelle Saint-Claude 752, d'après les plans de l'architecte Jean-Antoine Giral, aux frais du grand chirurgien Lapéronie, rendu célèbre en tant que chirurgien de Louis XV. Lapéronie donna aux chirurgiens de Montpellier les maisons qu'il possédait dans la ville, afin d'y faire élever un amphithéâtre sur le modèle de l'amphithéâtre Saint-Côme de Paris. Créé sous la Convention, réunit alors tout ce qui reste de l'école de chirurgie, et de ce fait, les chirurgiens se retrouvent définis. Comme bien d'autres bâtiments de la ville, l'hôtel devint un bien national. En 1801, le gouvernement lui donna la fonction de chambre de commerce. La grande rue Jean Moulin, ancienne rue de cabaret et d'auberge, c'est dans cette rue que s'arrêtaient les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle porte le nom de Grand Rue car c'était la route principale qui menait de Nîmes à Béziers. C'est maintenant une des rues les plus commerçantes de Montpellier.
Jacques Coeur. Nous traversons la rue de la Loge pour rejoindre la rue Jacques Coeur. Né à Bourges en 1400, il s'initie très vite au commerce méditerranéen. Argentier de Charles VII, c'est-à-dire gestionnaire du trésor royal, il est attiré par la réputation de métropole culturelle de Montpellier. Créateur d'une bourse, d'un tribunal de commerce et du bureau de change, il deviendra armateur de Montpellier en 1445. Hôtel des Trésoriers de France. Au numéro 7 de la rue Jacques Coeur se trouve l'Hôtel des Trésoriers de France qui fut occupé par Jacques Coeur au milieu du XVe siècle. C'est en 1675 que les Trésoriers de France firent construire l'escalier majestueux sur la cour. Il abrite aujourd'hui le musée Languedocien qui rassemble une très belle collection d'objets. Les pénitents gras. Sur votre droite, l'ancienne chapelle de la Faculté des Arts créée en 1242. Elle deviendra édifiée sur les ruines de l'ancienne église Sainte-Foy. Son intérêt réside surtout dans sa décoration intérieure. Le plafond date de 1647 et les murs sont constitués de tableaux représentant la vie du Christ et celle de la Vierge Marie. Le musée Fabre. Sur la gauche, la façade latérale du musée Fabre avec ses trois magnifiques statues des peintres Bourdon, Vien et Raoult. Le musée Fabre a été fondé en 1825 grâce à la donation de l'œuvre de François-Xavier Fabre, qui fut l'un des grands espoirs de la peinture. Le musée est l'école des beaux-arts de Montpellier jusqu'à sa mort en 1836. Le musée Fabre a ouvert ses portes le 4 février 2007 après 4 ans de travaux. C'est plus de 9000 m² de salles d'exposition qui permettent désormais de présenter une des toutes premières collections des beaux-arts en France et en Europe. Le Courant. Sur la gauche, au bout de l'esplanade, le Courant. Il a été construit par Claude Vasconi à la fin des années 80, entièrement en granit rouge. Il est l'un des tout premiers palais des congrès de France et premier bâtiment en Europe, mi-palais, mi-opéra. Esplanade Charles de Gaulle. Bordée de 4 rangées de platanes depuis le milieu du XIXe siècle. L'esplanade Charles de Gaulle, promenade ombragée, égayée de guinguettes et de glaciers, constitue une étape rafraîchissante et reposante en lisière du centre historique. Il y avait partout.
Montpellier Méditerranée Métropole. La métropole de Montpellier comporte 31 villes. Montpellier est passé de la 20e à la 8e ville de France en moins de 20 ans. L'agglomération compte environ 420 000 habitants au 1er janvier 2012 et couvre environ 7% du département de l'Eure. Montpellier accueille chaque mois plus de 300 nouveaux habitants. Notre visite de Montpellier se termine. Nous espérons que cette promenade à bord de petit train vous a été agréable et vous souhaitons un bon séjour dans notre ville.